Combien d'entre vous ont déjà changé de voie en voyant un camion chargé de grumes sur l'autoroute, ou ressenti un frisson de malaise en entrant dans un salon de bronzage, peut-être même éviter un vol après avoir eu un mauvais pressentiment? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous avez probablement été traumatisé par Destination Finale. Et vous n'êtes pas seul. En 2000, un film d'horreur au concept aussi simple qu'efficace débarque sur les écrans. Une bande d'adolescents échappe à un accident d'avion grâce à la prémonition de l'un d'entre eux pour ensuite être méthodiquement éliminé par la mort elle-même qui vient récupérer son dû. Pas de tueur masqué, pas de monstre surnaturel, juste la fatalité qui s'abat sous forme d'accident improbable mais terriblement réaliste. Ce qui ne devait être qu'un film d'horreur de plus dans le sillage de Scream va devenir un phénomène culturel générant 4 suites en une décennie, jusqu'à Destination Finale 5 en 2011 et cumulant près de 700 millions de dollars au box-office mondial. Mais le plus étonnant avec cette franchise, c'est qu'un concept aussi déprimant, l'incapacité totale d'échapper à son destin, ait rencontré un tel succès dans une culture occidentale obsédée par le contrôle et l'illusion que nous sommes maîtres de notre existence. Aujourd'hui, on va analyser comment cette série de films aux morts spectaculaires est devenue beaucoup plus qu'un simple divertissement gore. On va voir comment Destination Finale, à travers ses mécanismes de mort élaborés, ses réflexions sur le destin et sa mise en scène du quotidien devenu mortel, s'est transformée en une véritable métaphore de notre rapport anxieux à la fatalité. Et à une époque où nous tentons désespérément de tout contrôler, du climat à notre propre génome, peut-être que le message de cette franchise n'a jamais été aussi pertinent. L'histoire derrière la création de Destination Finale est presque aussi improbable que les morts en cascade qui ont rendu la franchise célèbre. Tout commence avec Jeffrey Reddick, un jeune scénariste passionné de films d'horreur. Alors qu'il est dans un avion, en route vers sa famille dans le Kentucky, Reddick tombe sur un article de presse qui va changer sa vie et par extension toute l'histoire du cinéma d'horreur moderne. Kernel for the idea came when I was flying home to a lot of stuff is Kentucky based. I was flying home to Kentucky and I read an article about a woman who was on vacation and her mother called her and said, "Don't take the flight you're on tomorrow. I have a bad feeling about it." And so she changed flights, and in the story they said the flight that she was supposed to be on crashed. So that put the idea in my head, but I didn't know the story to go with the idea. Cette coïncidence troublante a fait naître une question fascinante dans l'esprit de Reddick. Que se passerait-il si cette femme avait en quelque sorte trompé la mort? Et surtout, comment la mort réagirait-elle face à cette entorse à son plan? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Reddick n'imaginait pas initialement un long métrage. Il concevait plutôt cette histoire comme un épisode potentiel pour la série qu'il adorait à l'époque, X-Files. Il voulait utiliser ce script comme carte de visite pour trouver un agent dans l'industrie télévisuelle. Le script raconte déjà l'essentiel. Quelqu'un qui a une prémonition quitte un avion qui s'écrase ensuite et les conséquences surnaturelles qui en découlent. Mais à ce stade, le concept est encore bien différent de ce que deviendra Destination Finale. Car le destin de ce projet prend un tournant décisif lorsque des amis de Reddick travaillant chez New Line Cinema lisent son idée. Ils y voient quelque chose de plus grand qu'un simple épisode de série. Ils y voient un film à part entière. Sur leur conseil, Reddick développe un traitement pour un long métrage et s'associe aux producteurs Craig Perry et Warren Zaid. C'est à ce moment qu'interviennent James Wong et Glenn Morgan, deux figures importantes de X-Files. Ils s'emparent du concept et apportent des modifications cruciales qui donneront à Destination Finale son identité unique. La première version du scénario de Reddick était très différente. Il s'inspirait davantage des Griffes de la Nuit, avec une mort qui manipulait psychologiquement les survivants, exploitant leur culpabilité ou leurs secrets jusqu'à ce qu'ils se suicident, faisant passer leur mort pour des accidents. Wong et Morgan transforment radicalement cette approche. Ils introduisent l'idée des mécanismes de type Rube Goldberg, ces réactions en chaîne complexes où des événements anodins s'enchaînent pour aboutir à une mort spectaculaire. Cette évolution ancre davantage le film dans la réalité, créant un sentiment d'angoisse plus universel. La mort peut frapper n'importe où, n'importe quand, à partir d'objets ordinaires. Autre changement majeur,
dans le traitement original de Riddick, les survivants étaient tous des adultes. Mais suite au succès de Scream, la décision est prise de transformer les personnages principaux en adolescents, ciblant ainsi un public plus jeune et inscrivant le film dans la tendance des slashers pour adolescents qui dominait alors l'horreur américaine. Enfin, une décision artistique fondamentale est prise, ne jamais montrer la mort. Riddick lui-même insistait sur ce point, souhaitant que chaque spectateur, quelles que soient ses croyances, puisse projeter sa propre conception de la mort sur l'antagoniste invisible du film. Cette absence d'un monstre tangible, remplacé par une force abstraite et inéluctable, distinguera Destination Finale de la masse des films d'horreur de son époque. Au tournant du millénaire, le paysage du cinéma d'horreur était saturé de slashers conventionnels malgré la tentative de revitalisation du genre par Scream et sa déconstruction méta. C'est dans ce contexte que Destination Finale s'impose comme une véritable anomalie, bouleversant les codes établis par une innovation majeure, l'absence totale d'antagonistes visibles. Cette particularité change fondamentalement l'expérience du spectateur. Dans un slasher classique, la tension provient de la traque, de la possibilité d'échapper au tueur ou de le combattre. Avec Destination Finale, cette dynamique s'évapore complètement. Aucune fuite n'est possible, aucune confrontation n'est envisageable. La mort est une force omniprésente qui utilise l'environnement entier comme son arme. Pour structurer cette menace invisible, la franchise établit progressivement un ensemble de règles internes qui créent sa mythologie unique. La plus fondamentale est celle de la liste de la mort. Après avoir échappé à leur destin initial, les survivants sont traqués dans l'ordre exact où ils auraient dû périr lors de la catastrophe. Cette règle devient la colonne vertébrale narrative de tous les films, créant une structure prévisible mais terriblement efficace. Le personnage de William Ludworth, interprété par Tony Todd, devient l'oracle de cette mythologie. Ce croque-mort énigmatique apparaît dans plusieurs films pour délivrer des avertissements cryptiques et suggérer l'existence de règles cosmiques que les personnages découvrent à leurs dépens. Sans jamais expliquer complètement comment fonctionne la mort, il incarne une figure de savoir intermédiaire, renforçant l'idée d'un ordre cosmique qui nous dépasse. What you have to realize is that we're all just a mouse that a cat has by the tail. Every single move we make, from the mundane to the monumental, the red light that we stop at or run, the people we have sex with or won't with us, the airplanes that we ride or walk out of. It's all part of death's sadistic design, leading to the grave. Design. Does that mean if you figure out the design, you can cheat death? Alex, you've already done that by walking off the plane. Your friend's departure shows that death has a new design for all of you. Now you have to figure out how and when it's coming back at you. Au fil de la série, les règles évoluent subtilement, maintenant l'intérêt du public. Destination Finale 2 suggère qu'une nouvelle vie pourrait contrecarrer la mort. Destination Finale 5 propose qu'en prenant la vie d'un autre, on pourrait s'approprier son temps restant. Ces variations sur le thème principal permettent d'explorer différentes facettes du même concept fondamental. Cette structure narrative transforme également la source de l'attention. Dans un film d'horreur traditionnel, la question primordiale est qui va survivre ? Dans Destination Finale, cette question devient secondaire face à comment vont-ils mourir. Puisque le destin des personnages est pratiquement scellé d'avance, l'attention se porte sur l'ingéniosité macabre des séquences de mort plutôt que sur le suspense de la survie. Là où les slashers traditionnels opèrent dans des espaces marginaux, cabanes isolées, zones abandonnées, campings reculés, Destination Finale ancre profondément son horreur dans le quotidien. Les morts surviennent dans des salons de bronzage, des cuisines, des autoroutes, des salles de gymnastique. Tous ces lieux que nous fréquentons quotidiennement. Cette domestication de l'horreur rend l'expérience infiniment plus personnelle et troublante pour le spectateur. Ce déplacement du lieu de la terreur reflète également un changement dans la nature de nos anxiétés collectives. Les slashers des années 70-80 exprimaient souvent une peur de la déviance sociale, incarnée par le tueur.
Destination Finale, en revanche, traduit une angoisse plus contemporaine, celle d'un monde complexe, interconnecté, où le chaos peut surgir à tout moment de la défaillance des systèmes qui nous entourent. L'impact de cette formule sur le genre de l'horreur a été considérable. En démontrant qu'un film d'horreur pouvait fonctionner sans antagoniste tangible, Destination Finale a ouvert la voie à des œuvres explorant davantage les peurs existentielles et les forces invisibles plutôt que les menaces concrètes. Cette influence se ressent dans des films ultérieurs comme Saw, qui bien qu'ayant un antagoniste identifiable, met l'accent sur des mécanismes mortels élaborés plutôt que sur les confrontations directes. Si Destination Finale a marqué les esprits, ce n'est pas uniquement pour son concept novateur, mais aussi pour son esthétique visuelle distinctive. La franchise a créé un langage cinématographique unique pour filmer ce que la plupart des films d'horreur ne montraient que brièvement, l'accident mortel dans toute sa mécanique impitoyable. Au fil des 5 films, on observe une évolution technique remarquable dans la manière de mettre en scène des séquences de mort. Le premier opus s'appuie principalement sur des effets pratiques pour créer des moments chocs. La scène d'Alex dans la salle de bain, où des objets du quotidien semblent conspirer contre lui, est emblématique de cette approche artisanale qui transforme l'ordinaire en menace. Mais à mesure que la franchise gagne en popularité, les budgets augmentent considérablement. Destination Finale 4 et 5 bénéficient chacun de 40 millions de dollars, permettent des séquences de catastrophes initiales beaucoup plus ambitieuses. Le passage progressif des effets pratiques aux effets numériques suit cette évolution budgétaire, culminant avec l'effondrement spectaculaire du pont suspendu dans Destination Finale 5, unanimement reconnu comme la catastrophe la plus impressionnante de la série. Cette séquence du pont est particulièrement révélatrice du soin apporté à la réalisation. Stephen Quayle, qui avait travaillé comme réalisateur de seconde équipe sur des blockbusters comme Titanic et Avatar, apporte un savoir-faire technique qui élève l'impact visuel de la franchise. La tension est palpable, les effets spéciaux sont propres et l'échelle est gigantesque. Cette scène dépasse en ambition tout ce que la saga avait montré jusque-là. Mais au-delà des catastrophes spectaculaires, c'est surtout dans la chorégraphie minutieuse des morts individuelles que la franchise a développé sa signature visuelle. Le processus créatif derrière ces séquences relève de l'horlogerie fine. Les scénaristes et réalisateurs imaginent comment des objets et situations apparemment anodins peuvent s'enchaîner de manière logique, bien qu'improbable, pour aboutir à une conclusion fatale. Cette approche visuelle, souvent comparée à un jeu de domino macabre, nécessite un travail de caméra minutieux et des angles stratégiques. Les réalisateurs utilisent fréquemment des plans de détail sur les objets qui vont jouer un rôle dans la chaîne mortelle, puis des plans plus larges pour révéler l'enchaînement catastrophique. Cette technique génère une forme unique de suspense. Le spectateur repère les dangers potentiels avant les personnages, créant un sentiment d'impuissance face à l'inévitable. La franchise se distingue également par sa manière de filmer le moment de la mort. Contrairement à d'autres films d'horreur qui se concentrent sur la réaction de la victime ou qui détournent pudiquement le regard, Destination Finale montre souvent la mort de manière frontale, parfois même avec une certaine ironie visuelle. Les morts sont généralement filmés en gros plan, sans compromis, avec un souci du détail gore qui est devenu la marque de fabrique de la série. Un autre aspect essentiel de l'esthétique de la franchise est son utilisation stratégique du son. Les craquements, les grincements, les bruits mécaniques deviennent des indicateurs de danger imminent. Cette conception sonore méticuleuse renforce l'idée que notre environnement quotidien est saturé de menaces potentielles simplement en attente du moment opportun. Destination Finale se distingue par sa capacité à aborder des questions philosophiques profondes tout en restant accessible au grand public. La franchise réussit ce tour de force rare, transformer des débats millénaires sur le destin et le libre arbitre en divertissement populaire. Le cœur philosophique de la série est sans conteste le conflit entre déterminisme et libre arbitre. D'un côté, la mort représente un ordre cosmique inflexible, un plan préétabli dont personne ne peut s'échapper définitivement. De l'autre,
les protagonistes incarnent la résistance humaine face à ce destin programmé, leur refus d'accepter l'inévitable. Ce qui rend cette tension particulièrement intéressante, c'est que la franchise semble d'abord donner l'avantage au libre arbitre. Les personnages échappent à leur mort prévue grâce à une prémonition, avant de le reprendre brutalement au cours du récit. Cette structure narrative reflète une vision presque grecque de la tragédie. Les humains peuvent brièvement défier les dieux, mais leur hubris est toujours punie. Cette idée de prédestination n'est pas sans rappeler certaines conceptions religieuses du destin, que ce soit la notion calviniste de prédestination, le karma hindou ou bouddhiste, ou encore le mektoub islamique. Sans jamais explicitement se référer à une tradition religieuse particulière, la franchise puise dans ses archétypes universels, expliquant en partie sa résonance auprès d'un public mondial. Un autre aspect philosophique fascinant de la série est sa représentation de l'ironie cosmique. Les personnages meurent souvent d'une manière qui reflète leur peur, leur obsession ou leur trait de caractère. Cette justice poétique macabre évoque la notion grecque de némésis, une vengeance divine proportionnelle à l'hybris humaine. C'est comme si la mort avait non seulement un plan, mais aussi un sens de l'humour particulièrement cruel. Ce qui distingue Destination Finale d'autres œuvres abordant ces thèmes, c'est son refus de fournir des explications définitives. La nature des prémonitions reste délibérément mystérieuse. Sont-elles un avertissement divin, une capacité psychique ou une manipulation de la mort elle-même? Cette ambiguïté délibérée est l'un des choix les plus brillants de la franchise. En laissant ces questions ouvertes, elle invite les spectateurs à projeter leurs propres croyances et interprétations, rendant l'expérience plus personnelle et plus universelle à la fois. La franchise aborde également la question de notre rapport à la négligence et à la responsabilité. Le vrai méchant de Destination Finale est la négligence humaine. Ces situations où des mesures de sécurité auraient pu prévenir les accidents. Cette observation touche à des aspects fondamentaux de notre psychologie sociale. Notre tendance à sous-estimer les risques quotidiens et à surestimer notre contrôle sur notre environnement. Même la façon dont la mort est représentée, jamais montrée directement mais omniprésente, peut être interprétée comme une métaphore de notre relation contemporaine à la mortalité. Dans nos sociétés modernes qui tendent à cacher la mort, à l'institutionnaliser loin des regards, Destination Finale la ramène brutalement au centre de l'expérience quotidienne. Après 5 films et une décennie de domination dans le paysage de l'horreur, la franchise Destination Finale s'est mise en pause en 2011 avec un 5e volet qui bouclait ingénieusement la boucle. Mais comme la mort elle-même dans ses films, la franchise ne pouvait rester inactive éternellement. 14 ans après le dernier opus, Destination Finale Bloodline s'apprête à raviver notre angoisse collective le 15 mai 2025. Ce 6e chapitre marque le grand retour d'une série qui a profondément influencé le paysage de l'horreur contemporaine. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette résurrection, c'est qu'elle survient dans un monde qui a considérablement changé depuis 2011. Notre rapport à la mort, à l'imprévisible et au contrôle a été bouleversé par des événements mondiaux qui ont mis en lumière notre vulnérabilité collective. Dans ce contexte, le message central de Destination Finale, l'illusion du contrôle face à l'inéluctable, résonne peut-être plus fortement que jamais. Le retour de Tony Todd dans le rôle de William Bloodworth est un signe encourageant pour les fans. Sa présence assure une continuité avec l'univers établi tout en ouvrant la possibilité d'explorer plus profondément la mythologie de la franchise. Les nouveaux réalisateurs, Zach Lipovski et Adam Biestein, apportent un regard neuf sur la franchise. Cette équipe créative entièrement renouvelée suggère une volonté de faire évoluer le concept tout en respectant les fondamentaux qui ont fait son succès. Jeffrey Reddick, le créateur original de la franchise, a d'ailleurs suggéré que ce nouveau film prendra des directions inattendues sans simplement recycler la formule des précédents volets. Cette promesse de renouveau est exactement ce dont la franchise a besoin après une si longue absence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. Salut!